Devant cette composition jaune et bleu de 1936, c'est une sensation d'apaisement et de bonheur, quelque chose de très clair. Et je crois que ça répondait tout à fait à la philosophie de Mondrian, qui pensait que cette peinture pouvait changer le monde, qu'elle pouvait ôter la violence de l'homme et du monde. Et c'est ça que je ressens. Souvent, les gens se demandent toujours qu'est-ce que ça représente. Il ne faut même pas se le demander, ça ne représente rien. Ça se présente soi-même, c'est quelque chose qui se suffit à soi-même. On appelle ça une autopoiesis, une poésie de soi-même en art, et c'est de la musique. Ma deuxième impression, c'est que je me trouve dans un tableau qui me donne le plaisir de la musique. Alors là, il y a quelque chose à dire entre ce grand carré jaune là au-dessus et ce petit rectangle bleu là en dessous. On pourrait parler de deux harmoniques. C'est comme au piano, la main gauche qui frappe deux notes, trois notes ensemble, et ça fait un accord. Donc il y a un accord d'un grand jaune et d'un petit bleu qui est de la pure musique visuelle. Mondrian cherchait une musique, comme disait Pierre Boulez, une musique lisse, une musique qui n'est pas scandée, qui ne raconte pas d'histoire, une musique éclatée dans toutes les directions, comme ça, et très composée en même temps. Moi, je sens beaucoup de swing chez Mondrian. C'est mesure carrée, la mesure est carrée, 4 temps, c'est carré, et en même temps on ne fait que de la syncope, c'est-à-dire on émet des notes faibles sur des temps forts, et ça se met à devenir élastique et à aller de l'avant et de l'arrière en même temps, et c'est ça le swing, c'est ce battement-là. Ce n'est pas du tout un angle droit euclidien. La géométrie d'Euclide utilise des angles pour mesurer l'espace. Mondrian ne mesure pas du tout l'espace. Ces angles droits sont des intensifications d'espace, et pas du tout des mesures. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe dans un tableau comme ça, il faut le lire en longitude et latitude, comme un atlas. Un atlas où on se balade d'un continent jaune vers un îlot bleu, où on peut prendre une transversale ou deux, ou bien reprendre un petit chemin vertical à gauche, mais à aucun moment l'angle droit ne clôture un espace. Au contraire, l'angle droit chez Mondrian est la flexibilité même. Il ouvre l'espace, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est frappant dans un tableau comme ça, et comme dans tous les tableaux depuis les années 20 jusqu'à la fin de sa vie. Il utilise, comme tout le monde le sait, les 3 couleurs primaires. Le bleu qui est là, en dessous, le jaune qui est là au-dessus. Le rouge n'y est pas, parce qu'il n'est pas obsédé par le fait qu'il doit les mettre tous les 3. Mais quelquefois, il met les 3, quelquefois 2, quelquefois 1. Les couleurs primaires sont d'ailleurs à ce moment-là dans un champ coloré gris. Tous les gris de Mondrian sont légèrement colorés, parce qu'il mélangeait ses blancs et ses noirs avec des pigments rouges, bleus ou jaunes, selon qu'il attendait une certaine vibration de ces gris. Donc c'est extrêmement sensuel, ces gris. C'est des épidermes. Et justement, je dis épiderme. Ce rouge, ce bleu et ce jaune, ces 3 primaires, et ces lignes verticales et horizontales, qui sont comme un tissage. Vous savez que dans le tissage, il y a une ligne de trame et une navette, c'est-à-dire des fils verticaux et des fils horizontaux qui s'entrecroisent. Il faut regarder, je crois, à Mondrian comme un grand tissage, un réseau. Et à ce moment-là, on a envie de citer un grand théoricien de la couleur du XVIe siècle vénitien qui s'appelait Dolce. Et ce Dolce a écrit un traité de la couleur qui est très préoccupé de la carnation, donc la façon de rendre la beauté de la peau humaine. Et il dit qu'il ne faut surtout pas mélanger les couleurs, que si on mélange trop les couleurs, on va trouver de la boue. Remarquez que Mondrian ne veut pas mélanger les bleus et les jaunes pour faire du vert, par exemple. Il a exclu ce genre de mélange. Donc il veut les 3 primaires, et Dolce dit les 3 primaires, vous les utilisez purs,
pour donner la beauté de l'incarnat. Le rouge, dit-il, qui sont les artères, le bleu, qui sont les veines, et il ne dit pas que le jaune est la graisse, mais j'ai envie d'ajouter, et le tissu graisseux qui est jaune. Alors, vous avez là, dans les tableaux de Mondrian, d'une façon complètement abstraite, sans description de corps, vous avez en fait l'énergie du corps humain et la beauté du corps humain. Il a quitté la Hollande, il n'en voulait plus, il a changé son nom, son patronyme Mondrian, où il y avait 2 A, il a enlevé un A, pour ne plus être taxé de néerlandais. Donc d'accord, il a voulu quitter la Hollande, mais il est profondément hollandais. L'angle droit est hollandais. Alors je vais vous dire quelque chose. Le mot désir, qui est un mot extrêmement important dans l'histoire de l'humanité, le désir, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis à distance de Cyr. Et Cyr, c'est Sirius. Je suis à distance des étoiles. Quand je suis en état de désir, je cherche à constituer des constellations pour calmer mon désir, mon manque. Les Hollandais ne disent pas ça. Les Hollandais disent, pour désir, ils disent « het verlang ». Et « het verlang », c'est « vers venir » et « lang ». Donc ça veut dire « vers venir », c'est loin d'ici, dans l'espace, vers, et « lang », c'est dans un long temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hollandais? Ils disent que le désir est une question d'angle droit, l'angle de l'espace et l'angle du temps. Voilà. Et ça, c'est bouclé. Et il est dessus. Il est dessus. Et pour terminer cette histoire de Hollandais, il s'exile à Paris, très bien. C'est là qu'il se découvre le grand peintre qu'il est. Mais ensuite, il va à New York. Il termine son existence quelques années à New York. Mais New York, c'était la nouvelle Amsterdam au XVIIe siècle. C'était des Hollandais. Et les rues de New York se coupent à angle droit. L'angle droit hollandais, qui est devenu la circulation urbaine de Manhattan. Alors, il était toujours en Hollande, mais une Hollande transfigurée comme ça.